Bonjour et bienvenue sur MCO, la chaîne qui parle de pédagogie abordée sous les angles de l'évaluation et des outils numériques. Dans cette vidéo, on va parler distanciel. On dit souvent le distanciel, mais en fait, quand on regarde, il y a une multitude de façons différentes de faire du distanciel. On pourrait presque parler des distanciels. Alors, quelles sont toutes les choses qu'on peut changer? Quels sont tous ces curseurs que vous pouvez aménager? Bref, quelles sont vos options? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on parle de distanciel, en fait, on peut parler de beaucoup de choses différentes. Donc, ce que je vous propose là, c'est qu'on va partir sur un tour d'horizon en fonction, en fait, de toutes les dimensions qui peuvent changer quand on parle d'enseignement à distance. Donc, la première chose quand on met du distanciel, c'est la question de se poser à quel niveau on va mettre du distanciel. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'arrêter à une séance? Je vais faire une seule séance en distanciel. Ou est-ce que je vais plutôt être au niveau de la séquence, dire cette séquence-là, elle va être avec du distanciel, si on a encore les élèves en face, donc ça va être plutôt de l'hybridation. Ou est-ce que, allez, on passe toute l'année, donc tout le programme en hybride, donc en lien avec le distanciel. Voilà, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de partir entièrement sur toute l'année, vous pouvez commencer par des séances ou par des séquences, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le distanciel change beaucoup la relation qu'on a au temps d'enseignement. Parce que quand on est en présentiel, les élèves n'ont cours que quand on est en face d'eux. Donc c'est normal qu'il y ait des organisations qui soient la même pour tout le monde, pour que tous les élèves se retrouvent dans la même salle en même temps, histoire qu'ils aient tous le même cours. Mais il n'y a plus besoin de ça quand on est en enseignement à distance. Donc, en fait, il va y avoir tout un spectre avec sur l'emploi du temps, où là, il va y avoir l'emploi du temps classique avec les cases, mais on peut aller jusqu'à quelque chose avec complètement libre. Souvent, si vous ne faisiez pas de visio pendant le confinement, par exemple, les élèves avaient complètement le choix de comment est-ce qu'ils organisaient leur emploi du temps. Alors, bien sûr, on peut avoir des choses mixtes avec quelques heures fixes, c'est ce qu'on avait souvent pendant le confinement quand on avait des visios. Toutes les heures de cours n'étaient pas en visio, mais il y avait des moments fixes et des moments libres. Donc, en fait, on a le choix sur cette plage, et donc c'est un peu à nous de décider où est-ce qu'on va se situer sur cette plage entre garder l'emploi du temps complètement le même que complètement en présentiel, ou au contraire se laisser de la latitude. Mais vous allez voir que le distanciel, ça offre les outils numériques en distanciel ouvrent énormément de perspectives. Ensuite, il y a la façon dont on utilise en fait ces cours en ligne. Ça peut soit venir en soutien ou en amélioration d'un cours classique, d'accord? On fait la même chose que d'habitude, juste on va le soutenir par du distanciel, on va l'améliorer avec du distanciel, mais on reste sur la même chose, ou au contraire, on peut complètement transformer son enseignement pour avoir une approche complètement différente qui peut être notamment liée à cette différenciation qui est possible. Encore une fois, il n'y a pas de quelque chose qui est mieux ou quelque chose qui est moins bien. Je vous montre toutes les choses qui existent. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous avez envie de vous situer, ou est-ce qu'on vous demande de vous situer sur un peu tout ce spectre. Et donc, ce qui va jouer avec l'utilisation, ce qui est un petit peu en lien avec l'utilisation, c'est en fait le rôle de l'enseignant. Si une grande partie, ou en tout cas une partie de l'apprentissage se fait en dehors du moment où on voit les élèves, puisque ça a lieu sur une plateforme ou en distance, etc., et bien du coup, quel devient le rôle de l'enseignant? Et donc là, il y a encore une fois plusieurs rôles. Il peut diriger l'instruction. Donc là, on va être dans quelque chose qui est assez proche du présentiel, c'est-à-dire que l'enseignant va dire il faut faire ci, il faut faire ça, pour tel jour faites ci, pour tel jour faire cela, etc. Donc quelque chose d'assez proche de ce qu'on a l'habitude en présentiel. Mais le distanciel va nous permettre d'aller changer ces choses-là si on en a envie. On va pouvoir être en soutien. Donc, par exemple, ça peut être de dire aux élèves, vous avez 1 mois ou 3 mois pour faire ce cours en ligne, et surveiller grâce au cours en ligne quels sont les élèves qui ont du mal, quels sont les élèves qu'il va falloir soutenir, et aller voir ceux-là. Et leur dire, ok, je vois que tu as un problème, est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble un planning? Est-ce que tu veux qu'on se voit pour qu'on puisse faire le planning, etc. Voire éventuellement faire des points de cours en présentiel pour les élèves qui en ont besoin, etc. Donc, plutôt en soutien. Mais on peut imaginer aussi pas d'implication. Alors ça n'existe pas trop dans le pré-bac, mais par exemple, si vous, en tant qu'enseignant, vous suivez un MOOC, un cours en ligne qui souvent est gratuit, eh bien, vous n'avez pas d'enseignant, il n'y a pas d'implication. C'est à vous tout seul de vous motiver. Alors, c'est beaucoup plus difficile, c'est pour ça que pré-bac, il y a toujours
l'enseignant a toujours un rôle, même avec du distanciel numérique, etc. Mais on peut imaginer que le but, ce soit de montrer aux élèves qu'il n'y ait pas d'implication, ou voire, pourquoi pas, avoir beaucoup moins d'implication sur les élèves qui n'en ont pas besoin, et adapter ce niveau-là, soit diriger, soit soutenir, soit pas d'implication, l'appliquer, que ce soit pas forcément le même pour tous les élèves, puisqu'on peut différencier que tous les élèves aient le niveau de l'enseignant qui leur corresponde. Et donc, on voyait que ce qui change aussi, donc, ça va être le rôle de l'élève. Et donc là, on va être un peu en miroir de ce qu'on disait du rôle de l'enseignant. Si l'enseignant dirige l'instruction, l'élève va devoir suivre le programme, si vous voulez. En revanche, si l'enseignant est là plutôt en soutien, l'élève va devoir apprendre de façon guidée. Et enfin, s'il n'y a pas du tout d'implication du professeur, et bien donc là, il va être complètement indépendant, donc limite même autodidacte. Et alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'implication de l'enseignant que l'enseignant n'est pas présent. C'est lui souvent qui a fait la plateforme en ligne, c'est lui qui a mis en place les choses. Mais c'est plus la façon dont, une fois que les élèves sont sur la plateforme, quel niveau d'implication. Et donc, bien évidemment, l'idéal, c'est que ce soit complètement en miroir, c'est-à-dire que les enseignants ne soient pas impliqués sur les élèves qui sont indépendants et qui dirigent les élèves qui ont besoin de suivre le programme. D'accord ? S'il y a un décalage entre la façon dont l'élève se positionne et la façon dont l'enseignant se positionne, ça pose un problème. Si par exemple l'enseignant dit cet élève il est indépendant et que l'élève attend que l'enseignant lui dise quoi faire, et ben l'élève ne va juste pas avancer et donc c'est là que ça pose problème. L'avantage avec les outils numériques, c'est qu'on va très vite savoir quels sont les élèves qui s'investissent ou pas en gardant un œil sur les traces d'apprentissage ou ce qu'on appelle les learnings analytics. L'idée, c'est vraiment d'essayer que ce soit à chaque fois aligné le rôle de l'enseignant et le rôle de l'étudiant, enfin le rôle de l'élève, sachant que on n'est pas obligé d'avoir le même rôle pour toute une classe, ça peut dépendre des élèves. Alors là, on va passer à des choses qui peuvent être plus systémiques, c'est-à-dire quel est le niveau de soutien. Si un élève a du mal, quelle sorte de soutien il peut avoir ? La première, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, c'est ce qu'on essaye d'éviter, mais il faut savoir que des fois, il y a des systèmes où il n'y a pas. Par exemple, sur un MOOC, si vous suivez un MOOC, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Et puis, c'est pas grave, juste vous arrêtez le cours. Mais bien évidemment, s'il n'y a pas de soutien, on va avoir des taux d'abandon qui sont beaucoup plus forts et des élèves qui arrivent au bout. Le taux d'élèves qui arrivent au bout du cours et qui arrivent à acquérir les connaissances qui sera beaucoup plus faible. Après, il peut y avoir un soutien qui est prodigué par l'école. Alors l'école, le lycée, le collège, etc. Donc là, c'est vous, en tant qu'enseignant, que vous allez rentrer en place. Et enfin, le dernier type de soutien, c'est école plus maison. On voit bien que le distanciel introduit l'école et la maison. Il y a une certaine flou qui s'installe entre ce qui se passe à l'école et à la maison. Et du coup, on va avoir encore, alors pas forcément plus qu'avant, mais de façon plus visible, cette différence entre les élèves qui ont de l'aide à la maison et ceux qui n'en ont pas. Alors, le but, c'est pas de dire à tout le monde ne prenez pas d'aide à la maison, mais ça va être plutôt justement d'aller plus guider les élèves qui n'ont pas d'aide à la maison. Peut-être que ça vaut le coup de repérer assez vite quels sont les élèves qui ont de l'aide à la maison, quels sont ceux qui n'en ont pas, et finalement, pour pouvoir focaliser son attention et son soutien sur les élèves qui n'ont pas le système à la maison. On l'a bien vu pendant le confinement de 2020, les élèves qui n'avaient pas de soutien à la maison abandonnaient beaucoup plus facilement que ceux qui avaient du soutien à la maison. Et enfin, une dernière chose que vous ne voyez peut-être pas en tant qu'enseignant, mais je peux vous dire, le système éducatif, il le voit très bien, c'est sur le distanciel, c'est le ratio enseignement-élève. Parce que quand je fais une vidéo, quand je fais un cours en classe, plutôt, je peux avoir... il y a autant d'élèves qui peuvent suivre le cours qu'il y a de place dans la classe. Donc on peut éventuellement envisager des amphis à 90, mais ça s'arrête assez vite et ça devient compliqué. Alors que si je fais une vidéo avec une plateforme en ligne, je peux avoir 1000, 2000, 5000 élèves sans aucun problème. Alors, sans aucun problème, sauf que vous voyez, il va falloir dissocier le fait que le soutien, lui, n'est pas multipliable. Mais il va falloir réfléchir justement à qu'est-ce qu'on va pouvoir mutualiser, etc. Donc si vous voulez, on retrouve en gros 3 types de ratios. Le premier ratio, c'est le ratio classique, donc un enseignant pour 30-35 élèves. On peut imaginer où il y a 2 ou 3 fois la classe, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un enseignant qui du coup va avoir, 3 classes de 5e et qui va pouvoir gérer le même enseignement à distance pour ces 3 classes de 5e. Voilà, ça peut se faire, sachant que le temps de soutien, si ça correspond à vos heures de cours, est donc multiplié. Sachant que le temps de soutien, puisque le temps de soutien, le temps qui permet l'accompagnement d'élèves correspond à votre temps de cours, et va donc être multiplié.
Et on peut aussi imaginer un système où il y a plus un système de demande, où en fait, là, on va plus être dans ce qu'il y a pour les MOOC, où on va avoir 4000 élèves, et avec des endroits où les élèves peuvent venir demander de l'aide à certains moments, etc. Donc, vous voyez que ça, c'est pas trop dans l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, on va avoir ça principalement, peut-être un petit peu ça, si vous arrivez à habitualiser, vous, vos classes. Vous voyez que l'enseignement à distance, c'est parfois très, très large, et ça permet aussi beaucoup de choses. L'idée de cette tour d'horizon, c'est de vous montrer tout ce qui va être possible pour que vous puissiez avoir le plus de latitude possible dans votre classe pour mettre en place ce que vous pensez être bon pour vos élèves et aussi ce qui correspond à votre méthode d'enseignement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, être tenu au courant de mes actualités, etc., je vous ai mis en description un lien vers ma newsletter. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker et partager pour me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions.